Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que nous avons créé en 2009 et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que nous et d'éviter de perdre du temps. De manière plus personnelle, nous avons chacun nos propres sites. Pour Fabrice, c'est musculation-alter.fr sur lequel vous pouvez retrouver des articles sur l'entraînement à domicile ainsi que son livre du même nom. Pour moi-même, c'est sur rudykoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, de véritables suivis, mais également des formations en fonction de votre morpho-anatomie, des livres comme le guide de la prise de masse au naturel et le guide de la sèche au naturel que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation Superphysique sur méthodesp.rudykoya.com pour les plus passionnés d'entre vous. Enfin, vous pouvez retrouver sur le site Superphysique notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer votre santé et dont une bonne partie est bio, et notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance. Enfin, vous êtes les bienvenus au Superphysique Gym et à la Villa Superphysique à proximité d'Annecy, mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Allez, c'est parti. Salut Fabrice, comment ça va aujourd'hui ? Salut Rudy, ouais ça va, ça va. Donc je suis sur une terrasse en extérieur, donc il est possible qu'on entende des bruits de la rue. Mais Quelle voilà. dure vie quand même. Alors que moi, je viens de rentrer, d'aller courir, une petite course, et je rentre, et vu les travaux que je fais à la Villa Superphysique, il n'y a pas d'eau chaude, Fabrice, tu te rends compte? J'ai même pu prendre de douche, et je suis dans mon jus. Ouais, ben à un moment donné, t'avais pas suivi un type qui prenait des bains d'eau froide ou je ne sais quoi Si, pour la si. longévité. Bah, tu Et- regardes, imagine toute la longévité que tu vas pouvoir gagner en prenant ta douche froide après le podcast. Régis-toi, réjouis-toi. Ah ben, je suis très très enjoué, je pense que tu prends ta douche froide, et après tu te couvres vite. Et ouais, et en plus, ça va lutter contre ta timidité, parce que tu te souviens, prendre des douches d'eau froide, c'est bon pour la timidité. C'était dans un livre. Et ouais. Alors tu rigoles, Rudy, mais la situation dans laquelle tu es, c'est la pire, c'est le pire pour entre guillemets attraper froid et faire un rhume, hein, de rester comme ça dans son jus après avoir été dans le froid. Donc j'espère que ça ne t'arrivera pas ou que ça ne prolongera pas le rhume que tu as déjà. Et voilà. Alors, Fabrice, Voilà. quelles sont les news de cette semaine? Que s'est-il Eh passé ben, dans ta vie? que c'est type, je veux tout savoir. Eh ben, je t'ai fait un petit listing pour que tu aies les différents trucs. Bon, Et déjà, sinon, il y a un truc que tout le monde veut savoir, c'est où en es-tu du rameur? Parce que tu tiens plus à jour ton log. Tu mets plus ouais, rien, Fabrice. ouais, parce Attends, qu'en je fait, suivais tous les jours et il n'y a plus rien. Alors, comment ça se bah ouais, fait? bah parce que j'ai expliqué la dernière fois pour qu'en fait tenir un log c'était un petit peu un piège. Donc du coup, je me suis calmé sur la tenue du log. Mais ouais, je fais toujours un petit peu de rameur. Par contre, j'ai rajouté d'autres séances là. Je refais du vélo et j'ai retesté le ski erg parce que je me suis dit au final, je vais finir par quitter l'Espagne et j'aurais toujours pas vraiment testé le ski erg. Donc du coup, je me suis remis à tester voilà pour voir si ça me faisait mal au coude ou des trucs comme ça et essayer d'avoir un autre exercice dans l'arsenal. Parce que quand tu fais vélo et rameur, tu vois, tu as quand même deux mouvements qui sont vachement axés sur les cuisses. Et donc, voilà, l'idée du ski erg, c'est d'avoir un truc un peu plus sur le haut du corps. Donc, du coup, j'essaye de tester un peu, mais bon, tu vois, tu peux pas tout mélanger à chaque fois. Donc, voilà pourquoi le rameur a été mis légèrement en retrait par rapport à ce que tu avais vu sur le log. Mais est-ce que tu fais toujours tes séances programmées selon ton coach du siècle anglais? Ouais, non, là, j'ai pris un peu de recul là-dessus parce que je voulais éviter que la contracture revienne. Donc là, je fais des séances plutôt basse intensité. C'est vrai? Les fameux... Ouais, ouais, bah, les trucs que je voulais pas faire au début, mais comment dire? Si tu veux, en fait, tout le monde dit que pour le rameur, enfin, il faut faire des séances à une cadence 18-20 pour apprendre à tirer. En gros, voilà, pour apprendre à tirer fort. Et moi, je réchignais à faire ce type de séance. Mais je me suis dit, bah, peut-être que c'est peut-être pour ça que j'ai chopé ces espèces de petites contractures que j'avais après les séances. Donc, je me suis dit, bah, refais un truc un peu comme les débutants. Et puis, ben, voilà, fais des séances comme ça à faible cadence. Et puis, on va voir ce qui se passe. Et voilà. Et en parallèle, j'ai continué mon petit rendez-vous hebdomadaire chez mon kiné, ma sœur. Donc, pas mon, c'est pas ma sœur. C'est le masseur Ah, kinésithérapeute. je crois que c'est ta sœur. Ouais, ouais, j'aime bien. Et, et encore une fois, la dernière fois, j'ai eu droit, il y a 40 minutes de massage plus 10 minutes de massage par un apprenti. Donc j'ai eu 50 minutes 50 de minutes de massage du massage. dos. Ouais, c'est abusé. Comment tu payes pour ça? Et ben en fait, donc là, il n'y a pas la sécurité sociale et tout ça ici, vu que je suis en Espagne et puis que je sais pas, enfin j'ai pas d'ordonnance ni rien, j'y vais comme ça. Donc c'est combien j'avais dit 5 séances pour 120 balles.
Donc Ouais, c'est rien voilà. du tout, c'est rien du tout. Pour 120 balles, ça fait 24 euros la séance. Ouais, c'est ça, 24 € la Oh! séance. Ouais, ouais, ouais. Et comme je disais la dernière fois, puis il y en a qui se sont exprimés en commentaire là-dessus. Effectivement, ici, tu vois, ça fait plusieurs rendez-vous à chaque fois. Le type, il masse quoi, et ça semble faire partie du protocole. Et même l'apprenti qui est là, donc qui fait son stage, un stage avant de devenir masseur, et ben il m'a massé aussi. Et le kiné lui a expliqué, lui a dit bah voilà, tu dois masser cette zone-là dans tel sens, cette zone-là dans tel sens, etc. Donc c'est bizarre qu'en France il y ait pas ça quoi. Quand je vois que quand j'avais eu tu sais, ma douleur à l'avant du genou là, avec des contractures au quadriceps terribles, j'avais jamais eu de massage ici, en France, ouais. Donc je sais pas, mais en tout cas, voilà. Mon Donc en fait, problème toi, de tu vas pas chez le kiné, contracture. tu vas chez le masseur, toi, on a Ouais, compris. ouais, bah, c'est un peu ça. Parce qu'au final, le premier jour, il m'avait donné des petits étirements à faire, hyper classiques, hein, tu sais, étirer un peu le trapèze supérieur, les rhomboïdes et tout ça, bon. Mais essentiellement, ouais, c'est des massages là. Et voilà. Et bah du coup, comme mon problème a disparu, c'est aussi pour ça que je veux pas refaire du rameur entre guillemets trop fort pour que ça réapparaisse. Donc là, je prends mon temps. Et puis voilà, tu vois. J'essaye d'apprendre de mes erreurs, Rudy, pour pas répéter toujours les mêmes Moi, erreurs. j'attendais la nouvelle performance aux 2 kilomètres, quoi. Ouais, 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 mais justement, mais ça, c'est une erreur, tu vois. C'est rigolo quand même, parce qu'il a suffi que je me remette dans cette logique de performance et hop, ça y est, contracture, petite douleur au cervical et tout ça, alors que j'avais pas ça il y a quelques semaines. Donc voilà, apprenons du passé, Rudy. Mais donc, Et voilà. est-ce que les séances ont la même saveur? Ouais, bon, ça dépend, parce qu'en fait, c'est variable, ça dépend de l'humeur, ça dépend de la musique, tout ça. Bon, c'est ça. Donc là, ça fait combien? Ça doit faire 2 mois que je suis au fitness park. Donc il y a des avantages à être là-bas, bah, justement parce que j'ai accès au ski erg. Voilà, j'ai un vélo qui est pas trop mal. J'ai le rameur. Les gens qui s'entraînent autour, des fois, ça dépend. Des fois, il y a une bonne ambiance, des fois, l'ambiance est perfectible. Mais le problème, c'est la musique, quoi. Parce que je subis la musique. Donc, de temps en temps, ça va, mais de temps en temps, je m'entraîne sur une musique de merde. Et ça, c'est un peu C'est de la dommage parce musique que de mon... jeune, quoi. Toi, maintenant que t'es vieux, forcément, c'est plus ton style. Non, non, c'est ouais, je sais pas, c'est variable. On a l'impression que selon la fille qui est à l'accueil, c'est pas la même playlist. Et bah, comme le son est trop fort pour être couvert sans me péter les oreilles, bah du coup, je subis la musique. Et c'est un peu dommage parce que écouter de la bonne musique en m'entraînant, ça faisait un peu partie du plaisir, tu vois. Donc bon, c'est variable. Ça dépend des jours. Il y a des jours je suis content, il y a des jours faut que je m'y mette un peu. Bref. Mais voilà. C'est le sport Voilà, santé, quoi. Rudy. Sport santé, si tu veux. Ouais. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Sport santé avec quand même dans les 15 kilomètres de marche par jour en ce moment, hein, quand même. Mais bon. Alors, Rudy, qu'est-ce que j'avais noté aujourd'hui comme chose à discuter La avec les gens? chipflation. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah oui, la chipflation. Alors, vous vous souvenez, j'avais déjà raconté dans un podcast comment je m'étais fait escroquer en achetant du sucre vanillé. Et en fait, donc il y avait une gousse de vanille et Épuisé. une Une gousse de couleur. vanille épuisée, Voilà, on se voilà, souvient. c'est ça. Sauf qu'elle n'était pas épuisée, la gousse de vanille, quand elle était en photo ou en dessin sur le produit. Et en plus, le sucre paraissait roux, comme si c'était du bon sucre de canne à la bonne gousse de vanille. Et au final, j'avais expliqué que finalement, c'était du sucre blanc coloré avec une gousse de vanille épuisée et de l'arôme de vanille. Donc, escroquerie maximum. Et alors d'ailleurs, entre-temps, j'ai appris ce qu'était une gousse de vanille épuisée, même si on le devinait un peu. Alors Rudy, est-ce que tu sais ce qu'est une gousse de vanille épuisée ou je conserve la parole? Bah, j'ai envie de tenter. Je joue mon Vatou, Jean-Pierre, et je me dis que c'est une gousse de vanille séchée. Mais non, 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 la gousse de vanille séchée, ça c'est le bon produit en fait. La gousse de vanille épuisée, c'est une gousse de vanille qui a déjà servi une fois. Donc si tu veux, la vanille, ça coûte hyper cher, pas autant que le safran, mais ça coûte cher parce que c'est compliqué à produire et tout ça. Et donc du coup, tu peux acheter ta gousse de vanille complète là, et puis la mettre dans ton flan raisin vanille si tu fais du flan raisin vanille. Mais les industriels, bah eux, ils vont utiliser la gousse. Et donc toutes les petits points noirs à l'intérieur de la vanille, ça va être utilisé, etc. Donc ça, c'est utilisé une première fois. Donc tous les arômes se barrent et tout ça. Et ensuite, c'est utilisé une deuxième fois où là, c'est complètement broyé et c'est l'espèce de, on va dire la cosse de la vanille qui, elle, va être broyée en plein de petits bouts noirs, qui laisse à penser que c'était les petits bouts noirs de l'intérieur, mais en fait, c'est les petits bouts noirs de l'extérieur, qui n'ont pas trop de goût. Et donc ça, c'est la gousse de vanille épuisée. Et comme ça n'a pas de goût, eh ben, on rajoute des arômes naturels ou synthétiques de vanille
pour donner un goût vanille vu qu'il y en a pas. Et le fait d'avoir mis la gousse de vanille épuisée dans le truc, eh ben je suppose que ça autorise du coup à dessiner une petite gousse de vanille sur le produit. Mais en gros, c'est une grosse arnaque de A à Z. Non, mais c'est génial, ça. C'est de la vanille sur la vanille. C'est ça. Et en fait, donc là, il y a un nouveau concept après le shrinkflation. Alors, tu te souviens ce que c'était, shrinkflation, Non. avec mon accent anglais? Bon, en gros, c'est quand avant tu avais du chocolat, une tablette de chocolat à 2,99 les 100 grammes. Maintenant, c'est toujours 2,99, mais elle fait plus que 90 grammes ou 80 grammes ou même 50 grammes. Bref, on réduit la quantité avec prou le même prix ou même des fois un prix plus élevé, mais sans que ce soit vraiment explicite pour le client. En fait, le client il se rend pas compte, mais il en a moins. Et donc ça, c'est la shrinkflation. Donc ça a été très tendance ces dernières années, voilà, pour compenser entre guillemets un peu l'inflation. Et là maintenant, la cheapflation, c'est quand en fait ils modifient la liste des ingrédients pour mettre des ingrédients plus pourris ou les ingrédients pourris dans une proportion plus grande. Donc le classique, c'est que on augmente la part de sirop de glucose à la place du sucre, ou bah justement on va mettre un peu plus d'eau, mais pour compenser, on met un peu plus d'épaississant, ou bah, on peut mettre justement plus d'arômes et moins de, je sais pas moi, si tu avais un truc où il y avait 5% de myrtille, et ben on te met plus que 3% de myrtille, un peu plus de colorant bleu et puis un petit peu plus d'arôme myrtille. Bah, tu vois l'idée. Et en gros, ça, c'était quelque chose qui était déjà pratiqué par les marques distributeurs, mais normalement, les marques dites un petit peu plus qualitatives, quoi, si on peut dire, normalement, elles abusaient encore pas trop de ça, mais maintenant, si. Et donc, il donnait un exemple. Je crois que c'était Findus. Donc, toi, t'adores Findus, les bâtonnets Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est quoi la pub déjà avec Findus? Ouais, Quand j'étais gamin, il y avait une pub. Oui, mais je m'en souviens plus. Mais effectivement, il y a une pub assez. Mais toi, je crois que dire, tu préférais Captain Igloo, toi. Toi, t'étais plus Captain Igloo. Le poisson pané. Moi, j'étais Weetabix. Weetabix, j'étais. Bref. Et donc, en fait, il parlait de, voilà, une recette Findus de poisson où il y avait 74% de poisson il y a quelques mois. Et puis maintenant, il n'y en avait plus que 70 ou 71. Bref. Et puis, ils mettent plus de garniture et moins de poisson. Donc voilà, c'était un truc classique. Et du coup, donc, voilà, j'arrive à ma conclusion. Donc, on savait que les produits, on va appeler industriels, voilà, de l'industrie agroalimentaire, grosso modo, c'était déjà bien de la merde. Mais là, bah, maintenant, c'est encore plus de la merde qu'avant. Et ben voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la cheapflation. C'est quand on a un produit encore moins qualitatif, vendu au même prix, voire vendu plus cher. Ouais, mais ça m'étonne pas, en fait. Hein, tu sais, c'est toujours une course à gagner plus d'argent sur le dos d'autrui. Donc, en fait, on est toujours perdant. Sur la quoi. santé d'autrui. Ouais, c'est pas sur le dos d'autrui, c'est sur la santé d'autrui. Ouais, bah, surtout, quoi. Mais c'est vrai que. Alors après, comme on recommande régulièrement dans les podcasts d'acheter des aliments le moins transformés possible, justement pas des mélanges industriels, tout ça, en théorie, on est un peu protégé de ça. Mais il y a l'inflation qui passe et donc effectivement, c'est plus cher. Je le vois sur les œufs, tiens. Mais moi, je regarde un peu le prix des œufs. Il y a quelques années, je payais, je me souviens, dans les 30 ou 32 centimes l'œuf bio, donc à Auchan. Et maintenant, je crois qu'il est passé à 39. Donc, il y a eu une belle augmentation en quelques années. Mais bon, ça reste normalement un œuf bio si on me ment pas, quoi. Si on te ment pas, ouais. Alors, Rudy, il y avait un autre sujet, par contre, que je trouvais très intéressant. Normalement, dans la liste, c'est le numéro 2 ou 3. Dis-moi. Dis-nous, Rudy, à quoi on passe? Ah, j'ai l'épidémie de myopie. Oui, l'épidémie de myopie. Alors ça, si tu te souviens, il y a un certain nombre de podcasts, j'avais dit quand même, je trouve ça bizarre. Il y a de plus en plus de gens avec des lunettes, ça me paraît fou. Et les hommes préhistoriques, on les imaginait pas avec toutes ces lunettes. Donc comment ça se fait qu'il y a de plus en plus de gens avec des lunettes? Déjà dans les années 90, il y en avait pas autant. Et donc j'avais l'intuition qu'il y avait un truc bizarre qui se passait. Et je suis tombé sur une étude que je t'ai mis qui date de décembre 2023, donc c'était dans une revue suisse ou quelque chose comme ça. Enfin, bref. Et en gros, ça dit qu'il y a une épidémie de myopie et que de plus en plus jeunes, les gens, particulièrement les Asiatiques, mais les Occidentaux sont touchés, et sont myopes. Et donc dans l'étude, si ma mémoire est bonne, parce que j'ai plus sous les yeux, je crois que c'était plus de 90% des gamins de Singapour qui étaient myopes. Donc, myope, Rudy, est-ce que tu te souviens ce que c'est? Vas-y. Est-ce que tu sais c'est quoi un Non, myope? je me souviens pas. Moi, j'ai jamais eu de problème avec mes yeux. Donc, je lis ce que tu as mis. Hein. La prévalence de la myopie est de 10 à 30% dans la population adulte mondiale et peut atteindre jusqu'à 80 à 90% des jeunes adultes en Asie de l'Est.
Les données européennes rapportent dans les études une prévalence variant entre 10 et 25% Et donc la myopie, chez les jeunes caucasiens. Bref, et tu dis plus de la moitié des enfants à Singapour, a priori. et oui. Donc ça fait rêver. Et donc en fait, la myopie, c'est quand on ne voit pas bien de près, alors que ce qu'on appelle presbyte, c'est quand on ne voit. Attends. Oh, ça y est, je me mélange tout en plein podcast. C'est l'inverse. La myopie, c'est quand on voit pas bien de loin, et presbyte, c'est quand on ne voit pas bien de près. Et donc presbyte, normalement, on le devient tous quand on devient vieux. On a du mal à voir de près, et c'est pour ça que des fois, on n'arrive pas à lire l'étiquette. Il faut un petit peu ajuster. Aussi quand on lit le journal, voilà la distance à laquelle on lit le journal. Et myope, c'est l'inverse. Et alors, pourquoi tous ces jeunes deviennent myopes, Rudy? Eh ben, c'est écrit dans l'étude. En fait, c'est à force de regarder des contenus de trop près. Alors au début, je croyais que c'était juste des écrans, mais ça marche aussi entre guillemets si tu lis beaucoup de très près quand tu es jeune. Et donc apparemment, les jeunes Singapouriens, ils étudient très tôt et avec beaucoup de zèle, donc ils lisent beaucoup très tôt. Et en fait, ils passent trop de temps à regarder des choses trop près. Et donc tu finis myope. Et donc c'est quelque chose qui est acquis. Ça fait pas rêver. Et il y a des solutions qui sont données dans l'article, Rudy. Alors, est-ce que tu veux nous parler des solutions ou je les enchaîne? Après, ça m'étonne pas cette histoire de myopie chez de plus en plus d'individus. Comme tu dis, là, on parlait de Singapouriens, ils lisent, ils sont studieux, tout ça. Mais là, j'ai écouté des podcasts technologiques avec notamment la sortie des casques virtuels, notamment celui d'Apple. Et a priori, le truc est hors de prix, les gens se jettent dessus, tout ça. Et en fait, ils sont toujours en train d'utiliser leurs yeux. Alors, les solutions, on va se marrer parce que c'est toujours les mêmes. Faut marcher dehors, faut prendre la lumière du jour. Euh, les yeux, il y a des muscles aussi qu'il faut entraîner. Si on n'entraîne jamais ses yeux, c'est un peu tout ce qui est. J'ai oublié le nom, c'est pas ophtalmo, c'est. J'ai oublié le nom du spécialiste qui s'occupe des yeux. Mais pareil, c'est plein de petits muscles. Et si tu les travailles pas, bah pareil. En fait, tu perds en mobilité des yeux, tu perds en force des yeux. En fait, c'est plein de petits trucs qui s'entraînent. Et les solutions, bah, en fait, elles sont classiques. Hein, c'est comme tout. Faut prendre soin de soi. Faut prendre la lumière du jour. Faut bouger ses yeux. Je me souviens qu'à l'époque déjà, Christophe Carion, dans je sais plus quel bouquin, il y a plus de 10 ans, il en parlait déjà. On se marrait quand il disait faut faire des trucs avec les yeux. On se disait mais non, mais il avait déjà raison. Euh, mais ouais, c'est fou, mais en même temps, ça va de pair avec la perte, on va dire, de capacité de l'être humain de plus en plus jeune. On le voit, on va en parler après. Les gens sont de plus en plus gros, de plus en plus gras, de moins en moins capables de bouger. Là, ils sont de plus en plus aveugles. Bientôt, ils seront de plus en plus sourds, et ça m'étonnerait pas que ce soit déjà le cas avec toutes les vidéos, toutes les musiques, tous les casques audio, tout ça. C'est pour ça que Fabrice, je t'avais incité à prendre un casque à conduction osseuse, mais que t'as pas pris. Donc, à mon avis, tu dois devenir sourd comme un pot. Mais ouais, Non. à mon avis, ça va être de pire en pire. Et je sais pas jusqu'où ça va aller, en fait. Hein. Je pense que ça va finir comme dans le film Wall-E, où en fait, les gens pourront même plus se lever, verront rien. Ce sera l'enfer, quoi. Ouais. Attends, mais je pourrais rajouter des trucs. Mais en fait, donc les conseils étaient un peu plus précis que ça, mais comme t'as pas voulu lire pour pas saouler les gens, je comprends. En gros, ce que ça disait, c'est qu'effectivement, quand on est à l'intérieur chez soi, les yeux sont pas assez exposés à la lumière et donc il faut aller dehors parce que même quand il fait couvert dehors, en réalité, il y a plus de lumière que dans une pièce éclairée. Et donc, du coup, voilà, faut être exposé à la lumière de l'extérieur. Quand on lit longtemps de près, il faut faire des pauses. Donc, c'est la même chose que quand on est assis longtemps ou quand on fait de la voiture longtemps. Et ben, en gros, faut faire des pauses. Bah là, c'est pareil. Si vous lisez longtemps de près, et ben, faut aller faire une pause en allant regarder par la fenêtre au loin. Un truc de ouf. Et ça dit que quand on lit de près, idéalement, il faut avoir 35 centimètres de distance et donc pas être avec le smartphone tout près de soi. Et donc, vous imaginez que la pire chose que vous pouvez faire, c'est ce que font certaines personnes, c'est se coucher le soir dans son lit en regardant sur leur smartphone des séries tout lumière éteinte et puis avec juste le smartphone allumé. Donc ça, c'est génial pour se détruire les yeux. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand on fait ça en étant très jeune, c'est-à-dire quand on passe beaucoup de temps en regardant des choses très près, très jeune, bah, à un moment donné, l'œil perd sa faculté d'adaptation. Et puis, bah, du coup, on finit myope. Voilà, Rudy. Et ce qui est très drôle, c'est qu'à chaque fois, la solution, c'est d'aller marcher dehors. C'est dingue, hein? En fait, il faut faire ce pourquoi on est fait. Et on est fait pourquoi on est fait pour marcher dehors.
Et quand on marche dehors, on s'évite des problèmes d'yeux, on s'évite des problèmes liés aux accidents cardiovasculaires, on réduit son risque d'être obèse, on a de la mobilité, etc. Donc, en gros, tu vas marcher dehors et il y a plein de problèmes qui sont résolus d'un coup. Et je sais pas si tu Fantastique. avais vu, je renseigne sur un truc, je sais pas si tu avais vu passer l'info, mais il y avait un truc comme quoi, en fait, quand on était chez soi, l'air qu'on respirait à l'intérieur était plus pollué que l'air qu'on respirait à l'extérieur. Alors peut-être que si on habite en ville, qu'il y a beaucoup de bagnoles, tout ça, peut-être pas. Et je trouvais ça hyper intéressant dans le sens où les objets que tu achètes, par exemple des chaises en plastique ou quoi, relâchent en fait des particules et en fait t'empoisonnent aussi. Et donc on en revient à la solution que tu disais, il faut aller dehors, il faut bouger, il faut prendre l'air, tout ça. Alors que c'est vrai qu'on est de plus en plus sédentaire et on a de plus en plus de mal à sortir de chez soi. Donc, on voit bien où ça va nous Mais mener, ça quoi. d'ailleurs, mais ça c'est un truc qui me fait chier d'ailleurs au fitness park, c'est qu'en fait les fenêtres elles sont jamais ouvertes, donc c'est tout un système de ventilation type VMC, mais je vois bien que l'air à l'intérieur, il est pas aussi bien que l'air de dehors en fait. Puis on est beaucoup dans ce machin-là, donc tout le monde inspire, expire ses microbes et tout, et c'est sûr que faire chez soi fenêtre ouverte, c'est mieux que sans doute que faire dans le fitness park avec la VMC en termes d'oxygénation. Ça, il y a pas de doute. Mais ce que tu dis, je l'ai déjà lu plein de fois. En fait, ce truc que quand on est chez nous, on respire plein de saleté. Même, il faut aérer en fait. Il faut ouvrir les fenêtres régulièrement parce que sinon l'air se renouvelle pas assez et apparemment il y a des saletés chez nous. Alors que dans la rue, on aurait moins. Encore qu'effectivement, comme tu dis, ça doit dépendre s'il y a beaucoup de voitures ou pas. Mais oui, en fait, faut aller dehors. Souvent, c'est ça. Et alors, Rudy, tu connaissais le terme skinny fat? Bien sûr. Moi, j'ai un nouveau terme, c'est le terme skinny obèse. Alors, qu'est-ce que alors c'est, Fabrice? Skinny obèse. Je vais te raconter. En fait, bref, j'ai dû accompagner ma femme à Benidorm. Donc, c'est une ville en Espagne. C'est un haut lieu du tourisme de masse. Donc, en cette saison, il y a un peu moins de touristes. Enfin, il y en a même beaucoup moins que cet été, mais il y en a quand même pas mal. Et il y a énormément d'Anglais. Il y a soit des Anglais retraités qui viennent prendre le soleil et qui viennent profiter de la vie un petit peu moins chère que l'Angleterre, et soit des jeunes Anglais qui viennent passer le week-end pour se bourrer la gueule. Et alors, je sais pas quel est le taux de prévalence d'obésité en Angleterre, mais il y avait beaucoup de gens qui étaient obèses et même des trucs qu'on voit rarement, enfin que j'ai rarement vu. J'appelle ça les skinny obèses. C'est-à-dire que normalement, quand les gens sont gros, tu vois, il y a un peu tout est gros. Tu vois, les bras sont gros, les jambes sont gros. C'est des boules, quoi. Et ils sont un petit peu strongman, on va dire, tu vois. Mais là, en fait, il y avait des gens qui étaient gros, mais qui avaient des bras tout maigres. Et là, ça faisait franchement bizarre, tu vois. Et à un moment donné, donc on va dans un resto indien, parce que il y a que dans les restos indiens qu'on peut trouver de la bouffe à peu près vegan. Et franchement, tous les gens qui étaient dans le resto, c'était tous des Anglais, ils étaient tous gros et en surpoids. Ça aurait dû t'alerter pour partir de ce restaurant, à mon avis. Eh bien, écoute, ça faisait déjà 2 fois qu'on changeait de restaurant, parce que le premier restaurant où on était allé, c'était un resto un peu chic, et là, il y avait que des seniors. Je pense que la moyenne d'âge, c'était 70 ans. Et là, j'ai dit à ma femme, je dis, ah non, on peut pas rentrer là-dedans, j'aurais l'impression d'être à l'EHPAD, je peux pas, quoi. Et donc, on avait le choix entre soit le restaurant chic EHPAD, soit le restaurant indien avec tous les obèses. Et du coup, on a pris le restaurant indien avec tous les obèses. Et puis, on n'y est pas retourné le lendemain, Rudy. Et alors, ce qui était drôle, dans ce truc-là, si on peut dire, c'est que exactement comme dans Wall-E, en fait, pour se déplacer, comme il y a beaucoup de personnes âgées ou sédentaires ou grosses ou tout ce que tu veux, et tu peux louer des espèces de petites voiturettes, un petit peu comme des voiturettes de golf, où tu peux te déplacer dedans. Et donc, en fait, il y a des gens, plutôt que de marcher, comme de toute façon, ils peuvent pas, ou c'est trop fatigant, ils ont des espèces de mini voiturettes. Mais qu'est-ce que c'est que cette Comme histoire? dans Wall-E. Je te jure, j'avais déjà vu ça un peu aux États-Unis. Ils sont comment? Ils sont assis à table et en fait c'est une voiturette dans quoi ils sont? Ah non, pas à table. Non, c'est pour se déplacer, par exemple, entre l'hôtel et le resto ou entre l'hôtel et la plage. Et tu peux louer des espèces de voitures à la semaine et en gros des toutes petites voitures. Des fois, il y a pour 2 personnes et en gros, ils s'assiedent dedans et puis hop, ils se déplacent dedans. C'est un peu comme des fauteuils roulants électriques, mais plus élaborés. Évidemment, faut pas que ça ait l'aspect d'un fauteuil roulant parce que sinon les gens auraient l'impression d'être handicapés. Donc ils les loueraient pas. Mais c'est comme des mini voitures. Et en fait, ils se déplacent là-dedans. Enfin, pas tous, hein. Une partie des gens pour encore moins marcher. Alors, Et est-ce que t'as testé, et du Fabrice?
Non, j'ai pas testé. Et du coup, des fois, tu es devant un restaurant et puis tu vois 4 mini voitures qui y sont posées ou devant un bar. Et en fait, c'est les gens, ils se sont déplacés comme ça. Cela dit, les jeunes font un peu pareil avec les trottinettes électriques. Mais c'est vrai qu'avec les trottinettes électriques, comme t'es sur, comment dire, comme t'es sur une jambe ou un peu en équilibre ou quelque chose, tu vois, il y a un petit côté athlétique, on va dire. Alors que là, sur les voitures, ça faisait un petit peu peur. Et tu te dis, bah voilà. Donc, t'as des gens qui y viennent, donc d'Angleterre, ils viennent là, ils vont dans leur hôtel, voilà. Après, ils prennent leur petite voiture électrique, ils s'assiedent à la plage. Ensuite, ils prennent leur voiture électrique, ils s'assiedent au resto, ils mangent. Et après, ils reprennent leur voiture électrique pour aller à la plage. Et ensuite, ils reprennent leur voiture électrique pour aller à l'hôtel et encore manger à l'hôtel, tu vois. Et en fait, tu passes ta vie à manger, faire de la voiture électrique, puis être à l'hôtel ou sur la plage. C'est la folie, hein. C'est la folie, tout ça. Ouais, ça m'étonne pas. Que j'avais été au championnat du monde de kayak l'année dernière en Allemagne, à Duisbourg. Je fais une petite généralité, mais peut-être que si certains sont en Allemagne, ils pourront confirmer ou pas. Et j'avais été très très étonné parce que beaucoup de personnes se déplaçaient en déambulateur en fait. Des personnes qui auraient, à mon avis, pu marcher, mais en fait elles utilisaient des déambulateurs pour marcher, pour se déplacer. Mais j'en avais vu vraiment beaucoup. Et je me disais mais c'est incroyable tout ça. Et mais bon, comme d'habitude, hein, des personnes obèses et pas spécialement vieilles, hein, 30, 40, 50 ans. Et j'avais été très très Bon. surpris de ça. Et je m'étais dit mais c'est avec mon pote à qui j'avais été, on s'est dit putain mais c'est incroyable quoi. Mais ouais, bah, de toute façon, c'est normal, hein. Ouais. Les gens bougent de moins en moins, Ouais, mangent n'importe c'est quoi, ça. sont aveugles. Mais alors, du coup, Et donc, tu as marqué, du coup, Fabrice, Rodi. je vais lire Ouais, la phrase que tu as marquée, t'es prêt? ouais, bah en fait, c'était plutôt une phrase off, là. T'étais pas censé la Ah, lire, mais je la lis vas-y, pas. tu Bon, peux je la la lis lire. pas, Mais, je la lis pas. Plus mais sympa. ouais, mais c'est qu'en fait, donc on a des gens, ils vont devenir, ils sont obèses. Ils vont me dire myopes, ou ils vont grandir en étant myopes. Ils n'ont plus de libido. Euh, Quand ils ont de la libido, il y a plus de sperme, ils n'arrivent plus à se déplacer, etc. Et tu te dis, mais quand même, c'est un truc de ouf. Ce qu'on est en train de vivre en temps réel, c'est un état de déliquescence du corps humain, quoi, de tout le monde, qui est juste de la folie, quoi. Hein. De plus pouvoir bouger, baiser, se reproduire, regarder. C'est un truc de ouf. Effectivement, j'ai vu cette histoire de truc de réalité virtuelle d'Apple. C'est comme si les gens ils passaient pas déjà leur temps devant des écrans, devant le smartphone, devant les séries, devant la télé, devant les écrans du fitness park parce qu'il y a des écrans sur toutes les machines et tout ça. Et ben maintenant tu mettras encore des lunettes virtuelles chez toi, mais c'est la folie. Hein. C'est un monde de ouf. Et alors justement, il y a quelqu'un qui en commentaire la dernière fois il m'a dit on aime bien Fabrice et ses blagues, mais c'est un sacré, c'est un gauchiste, c'est pas possible. C'est un Et en communiste. fait, C'est un évidemment, communiste. ouais, genre ça communiste. Robert Je U. disais, Il donc, vote Robert U. donc en fait, genre tu sais, je gère une entreprise, mais je serais voilà hyper gauchiste, c'est quand même un petit peu curieux. Mais par contre, la question, c'est plus qu'est-ce qui relève dans l'espèce de déchéance, moi j'appelle ça une espèce de déchéance des corps humains là. Qu'est-ce qui relève de la responsabilité individuelle et de la responsabilité collective? Parce que d'un côté, on peut dire, oui, ben, c'est à chacun d'aller marcher au moins 30 minutes par jour, c'est à chacun de faire attention à ce qu'il mange, tout ça. Voilà. C'est à chacun de contrôler le temps qu'il passe devant son smartphone, le temps qu'il passe devant les séries et tout ça. Mais, en fait, comme on a déjà discuté plein de fois aussi en podcast, derrière Netflix, derrière les réseaux sociaux et tout ça, tout est pensé pour que vous y passiez le plus de temps possible, en fait. Les algorithmes sont pensés pour ça. Il y a je sais pas quoi, moi, des neuroscientifiques. Enfin, il y a toutes des personnes qui pensent pour que vous passiez le plus de temps possible sur les réseaux sociaux, sur le smartphone, sur les séries. Au niveau de la nourriture, là, la nourriture transformée, elle est pensée pour que vous soyez toujours en train d'en manger. Ils rajoutent plein de sucre. Des fois, ils couvrent le goût du sucre avec autre chose, mais vous avez quand même plein de sucre qui fait que vous en reprenez, ou c'est trop gras, ou c'est trop sucré. En fait, tout est fait pour qu'on en reprenne. Et du coup, c'est vrai qu'à un moment donné, je veux pas être communiste, mais on se dit quand même, c'est quand même un peu bizarre cette société où finalement tout repose à chaque fois en termes de responsabilité individuelle, mais collectivement, on accepte en gros qu'il y ait des multinationales ou n'importe qui nous pourrissent la vie, quoi. Et c'est pas normal que quand j'aille dans un magasin, par exemple, voilà, à Benidorm, à un moment donné, je voulais acheter des petits gâteaux pour aller faire une rando. Des gâteaux. Je regarde des Oh petits non. gâteaux. Je regarde. Non mais t'inquiète, j'en ai pas acheté. En fait, je regarde tous les gâteaux et les ingrédients. Donc ça me prend un temps fou de tout regarder. La police, c'est en police pixel 8.
Je veux dire, c'est pas normal de devoir passer 10 minutes pour éventuellement acheter un petit paquet de gâteaux, tu vois. Et en fait, j'en cherchais où il n'y avait pas écrit sirop de glucose. Ben, il y en a pas. Il y en avait pas. Donc à la fin, je fais comme d'habitude, j'ai pris des avocats, mon pain, mon tofu, etc. Mais tu vois, c'est pas normal que les gens doivent passer un temps fou pour prendre un produit, tu vois. Et même des fois, je me fais avoir. L'autre coup, j'ai pris un lait de soja. Je me disais tiens, c'est bizarre, il y a Il est pas le goût vachement bon. habituel. Bah ouais, forcément, ils avaient rajouté des arômes, de l'émulsifiant et tout ça. Ils avaient mis en gros sans sucre ajouté, mais ils avaient quand même rajouté des trucs. C'était pas le goût habituel. Tu vois, pour une fois que j'avais pas regardé, et ben hop, il y avait une saleté quoi. Et c'est vrai que c'est pas normal. Hein. Donc et pour moi, il y a quand même un problème quand 95% des aliments qui sont dans le supermarché, c'est de la merde, qu'ils ont été conçus pour que tu t'en serves dedans. Ça, c'est pas normal. Le fait que comment dire, voilà, que le PDG de Netflix, ils disent que mon concurrent, c'est le sommeil. Tu vois, c'est pas normal, en fait, les trucs ça. Ou que Facebook aussi, il fasse des algos pour qu'on soit toujours devant Facebook. Pour moi, ça, c'est pas normal. Hein. Et donc, même si on a quand même une responsabilité individuelle, quand tout le truc collectif nous pousse vers la dégénérescence, je comprends aussi que des fois, les gens, ils se laissent porter. Puis, tu vois, une fois que tu as commencé à faire la pente glissante, tout est difficile. Hein. Donc voilà, je suis pas un affreux gauchiste, mais des fois, j'en veux un peu à cette espèce de société dans laquelle on est arrivé là, où tout est fait pour nous pourrir la vie, en fait. Et où il faut faire un acte de résistance pour ne pas avoir des dommages sur la santé. Tu vois, genre par exemple sur le smartphone, maintenant que j'en ai un, voilà, désactiver toutes les notifications. C'est pas normal, ça devrait être désactivé par défaut. Voilà, c'est tout un tas de petits trucs où tu dois être en lutte permanente pour ta santé. Et pour moi, c'est pas normal ça. Voilà. Ouais, mais parce que le monde, en fait, c'est ce que j'explique aux élèves à chaque fois, là, quand ils bouffent des gâteaux ou quoi en BPGEPS. Je leur dis, je leur dis, mais là, c'est de la drogue. Et donc, ils se marrent un peu, ils disent, mais non, c'est pas de la drogue, tout ça. Mais je dis, si, je dis ça impacte ta manière de réfléchir, ta manière de penser, comment tu vas dormir, comment tu vas récupérer. Je dis, le monde d'aujourd'hui veut te droguer pour faire ce qu'elle veut de toi. C'est comme ça que ça fonctionne. Et la vérité, c'est comme tu dis, c'est que tout est fait pour te manipuler, en fait. Plus on te drogue, plus on peut faire ce qu'on veut de toi, plus c'est difficile d'agir correctement, plus tu deviens un skinny, obèse, aveugle, sourd, qui bande mou. Et voilà, en fait, tout est drogue. Et donc, c'est vrai que le, c'est facile de dire après, et j'en avais parlé par rapport au libre arbitre, tout ça, dans des vieux podcasts Leadercast, mais c'est vrai que la solution, c'est soit tu tombes pas dedans, tu luttes pour pas y être, mais tout est fait pour que tu tombes dedans, parce que sinon, tu peux partager moins de choses avec les gens, t'es moins au courant, t'es moins in, t'es moins dedans, tout ça. Donc ça peut se faire. Ou alors tu tombes dedans, mais il te faut effectivement une grosse volonté pour essayer de pas faire plus, comme des gars que j'avais interviewés il y a quelques années qui faisaient 6 ou 7 heures de réseaux sociaux par jour, à répondre aux gens, à poster des choses. Et les mecs, en fait, ils explosent au bout d'un moment. Et les mecs, ils tiennent pas, ou les filles tiennent pas. Et ouais, c'est vrai que tout est fait pour te droguer. C'est de la drogue, de la drogue, de la drogue. Si c'est pas de la bouffe, c'est les réseaux sociaux. C'est tout est fait pour te maintenir avec eux. Donc ouais, c'est pas facile. Et vivre sans, en fait, comme je disais, ouais, tout te ramène à ça, quoi. Si tu l'as pas, tu peux même plus faire un virement. Donc maintenant, t'es fourré, quoi. Voilà. Alors, est-ce qu'on a éclusé tout ce que j'avais mis, Rudy? Est-ce qu'il faut passer à des questions de musculation maintenant? Oui, mais alors j'ai une C'est blague, quand même un peu j'ai une blague que je voulais te raconter, Fabrice. Alors, est-ce que t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Alors, hier j'ai été courir et donc j'ai utilisé 2 montres. Et donc en fait, tu sais, je cours tranquillement à une allure à une allure un peu faible. Je rigole parce que il y a ma copine qui est là, qui a été prendre une douche et il y a que de l'eau froide, donc elle est congelée. Bref, j'ai été courir hier et j'ai mis 2 montres. Donc une montre Garmin et une montre Sunto. Je voulais comparer le GPS. Je voulais savoir à quelle vitesse je courais. Tu sais, Fabrice, les données, les datas. Donc là, je courais. Ouais, je t'en parlerai de ça. Vas-y. Alors, je faisais un petit footing tranquille. C'était mon footing avant ma séance d'aujourd'hui, où je me suis dépouillé, où j'ai fait du fractionné, tout ça. Et donc, je cours tranquille. Et donc, moi, ma montre habituelle, c'est la Sunto, ok? Donc, j'ai une Sunto, bon, on se fout du modèle. Et donc, je fais 6 km, voilà, tranquillement, je fais pas grand-chose. Quand je finis, j'appuie sur les 2 montres, et puis je rentre chez moi, et puis je regarde. Et là, qu'est-ce que je constate? Une différence
de 680 mètres. Donc pour le même truc. Une différence de 18 secondes pour le même parcours. Donc aussi le même parcours. Une différence de 36 secondes d'allure au kilomètre. Donc comme je cours tranquille, je cours entre guillemets à 9,5, 10. Et là, en gros, sur l'autre montre, je courais à 10,5, 11, quoi. Donc, j'étais un peu paumé. Et comme tout consommateur, j'ai fait une photo et j'ai tagué les deux marques. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Où est la vérité? Est-ce que je cours vite? Est-ce que je cours pas vite? Est-ce que je suis une tortue? Est-ce que je prépare les prochains Jeux Olympiques? Ouais, je vois. Donc évidemment, j'ai eu aucune réponse. Et donc maintenant, j'ai un dilemme, Fabrice. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Eh ben, je me suis acheté une troisième montre pour d'une autre marque. Et donc, je vais comparer. Donc, c'est pas grave parce que j'ai acheté en promotion. J'ai acheté des promotions. J'ai acheté une autre marque pour la recevoir et je vais courir avec 3 montres. Et je vais voir Ouais, ce ouais. qui se passe. Ah ouais, Et là, mais et là, après, s'il y en a aucune des trois qui dit la même chose, parce que c'est énorme, 36 secondes au kilomètre, hein. Tu te rends compte, c'est monstrueux, hein. Et puis même 18 secondes d'écart, c'est que même le chronomètre marche pas. Donc, il y en a qui marquent n'importe quoi. Donc, à la fin, je me dis, merde, qu'est-ce que j'ai fait, en fait? Donc, j'attends ma troisième t'as montre plus que... d'ici fin de semaine et je vais Ouais, courir avec les 3 montres. On va voir ce qui se passe. ouais, ouais. Et puis, ouais, puis tu peux courir avec en brassard ton téléphone aussi pour rajouter une autre appli sur ton téléphone, ou tu peux même faire du vélo avec tes 3 montres, plus ton téléphone, plus le compteur du vélo, puis tu compares tout. Mais alors, c'est drôle ta blague parce que moi, l'autre coup, je suis allé me promener avec un copain et on avait les deux mis l'appli Google Fit. Et en fait, à la fin de la promenade, on compare le chiffre Google Fit. Donc lui était pas trop fan de l'appli, il connaissait pas. Donc je lui dis bah voilà, tu appuies là, etc. Là, t'as ton parcours et tout ça. Et en fait, nos deux parcours, c'était bien enregistré sur l'appli. Quand on regardait le truc GPS, l'espèce de trace sur la carte, ça ressemblait forcément vu qu'on a fait exactement la même chose. Sauf que les distances n'étaient pas du tout les mêmes. Il Donc vous coûte moi, ma combien? distance correspondait énorme. Un truc, je sais pas, genre moi 10 kilomètres et puis lui 13 kilomètres. Enfin, il y avait un écart monstrueux. Et donc, je me suis dit, tiens, elle est bonne celle-là. Et alors, heureusement, la mienne, moi, mon truc semblait plus cohérent avec la réalité. Mais le sien, ça lui mettait un chiffre Eh ben, astronomique. je pense Et que c'est donc, fait du coup, bah, exprès. Son téléphone il a été contrôlé. C'est pas le même téléphone. Ça se trouve, il est contrôlé pour lui dire qu'il a fait un peu plus pour le rassurer par rapport à ce qu'il fait habituellement. Moi, c'est ce que je me suis dit. La Garmin mettait 36 secondes de mieux au kilomètre. Je me suis dit, bah, ça, c'est une montre qui encourage ça. Parce que si je regarde notre montre, peut-être. je me dis, bah, je suis nul. Bah, après, je m'en fous, je faisais un footing bidon. Mais tu te dis, ah, c'est pas terrible. Alors que si tu achètes la Garmin, tu te dis, oh putain, je suis en forme en fait, je suis une fusée. Sans rien faire, j'ai déjà Ouais, 10,5, 11. Tu te dis, putain, bah, non, quand je vais accélérer, ça va accélérer, hein. Donc, ouais, ouais. aussi, t'es magouillé pour te faire acheter le bon téléphone ou la bonne montre. C'est comme les pubs Amazon qui au début fonctionnent et puis après tu dois payer de plus en plus pour que ça fonctionne. Et alors, moi aussi j'ai mon anecdote Rudy. Et je vais te dire pourquoi j'utilise plus la ceinture cardio-fréquence-mètre à la salle. En fait, ça y est, Ah, j'ai arrêté toutes ces conneries. ah Ouais. moi, je Et l'utilise. ben en Moi, fait, jamais pour courir, justement. Mais vas-y, dis-nous tout. ouais. Et ben je me suis aperçu qu'en fait quand il y avait quelqu'un qui était proche de moi, les chiffres qui étaient indiqués étaient faux. Oh Il y a merde. un problème, je sais pas si c'est le Bluetooth ou quoi. On dirait que quand il y a ça fait des espèces d'interférences et ça fausse les chiffres. Et des fois, quand je suis en train de ramer, s'il y a un type qui se met à côté de moi, alors je sais pas s'il a une montre connectée ou je sais pas quoi, et ben tout d'un coup c'est sa fréquence cardiaque qui va s'afficher sur le moniteur et non plus la mienne. Donc j'ai remarqué ça où il y a des fois, en gros, je vole la fréquence cardiaque d'un autrui. Et puis, il y a aussi des fois où simplement, sans reprendre la fréquence cardiaque de quelqu'un, je vois bien que la fréquence cardiaque qui est indiquée, tout d'un coup, elle est fausse. Parce que tu vois, normalement, c'est censé être, à force, je connaissais, hein, c'est censé être 130. Et puis au final, je vois 115 qui est affiché, je vois bien que c'est faux. Bah, t'es en Et forme, t'as donc, du coup, progressé. ouais, c'est ça. Et en fait, je me suis dit, mais décidément, c'est vraiment bidon tout ça. Et donc, au final, et maintenant, du coup, je me base plus sur l'allure, comme tu en avais parlé au début. Et du Voilà. coup, bah, j'ai pris du recul sur la fréquence cardiaque. Mais ouais. Et du coup, les datas, mais quand est-ce qu'elles sont vraiment juste les datas? On se demande quoi. Bien sûr, bien sûr. Bah, là, j'ai fait un super podcast avec Bruno Hubi qui est un gars qui écrivait dans les magazines quand j'étais gamin. Et dans Jogging, je crois, dans VO2, tout ça. Donc, bref, ça me parlait un peu. Et on parlait des seuils. Et donc, lui se marre un peu, il est un peu provocateur. Il dit, mais tout le monde veut s'entraîner au seuil. Mais en fait, le seuil, il varie de jour en jour. Donc, en fait, t'en sais rien si t'es au seuil ou pas au seuil. Et la fréquence cardiaque, bah, ouais, c'est la même chose. Et là, les montres hier, ça m'a fait rigoler et pas rigoler en même temps. Parce que moi qui aime bien les repères,
j'aime bien savoir ce que je fais, tout ça. Donc, le truc, c'est de garder toujours la même montre, en fait, hein, c'est pas compliqué. Mais maintenant, tu sais plus quelle montre choisir. Tu dis, est-ce que je prends celle qui me dit que je vais vite ou celle qui me dit que je vais pas vite? Laquelle est bonne? Donc là, c'est pour ça que j'ai commandé une troisième d'une autre marque et je vais mettre les trois. Et comme ça, je Oh, le pourrais. sketch. Et donc, si c'est n'importe quoi, là, je fais un article hyper bien référencé, je tape sur tout le monde, hein. Là, c'est Ouais. inadmissible, hein. Ça se verra, je veux Et, savoir ma vitesse. ouais, mais et si tu te souviens, c'était le même bordel avec la muscu en fait, parce qu'on se dit, au moins la muscu, les poids mentent pas, hein, tous ceux qui font de la muscu. Et ce qu'on avait constaté quand on pesait les poids, donc les poids Décathlon, les poids Domios ou des poids qu'il y avait en salle de musculation, eh ben c'est que des fois à la place de 20 kilos, en réalité, t'avais que 19,5 kg et que en fait les seuls bons poids qui étaient bons, en tout cas à l'époque, peut-être que maintenant ça s'est fiabilisé, c'était les poids qui étaient utilisés sur les barres olympiques de type hélico là. Je sais pas si Mais je prononce bien. bien sûr, c'est En les gros, poids de voilà. compétition, c'est les Eleco, Exactement. bien sûr, Ça. en altéro, tout ça, bien sûr. C'est ça. Et ça, on était absolument sûr du poids. Mais en fait, les poids que nous, on achetait pour la maison ou les poids qu'il y avait dans les salles de muscu à l'époque, je sais pas ce que vaut les... Maintenant, comme tout est modernisé, peut-être que c'est fiable, mais il y avait des écarts. Les haltères aussi, il y avait des écarts, tout ça. D'ailleurs, la preuve, c'est que moi, j'avais des haltères Powerblock qui étaient censés aller à jusqu'à 42 kilos, puis en réalité, je crois que c'était 40,5. Après, j'en avais acheté d'autres, j'avais acheté des Torx, et c'est pareil, il y avait 2 kilos d'écart. Et même sur les petits disques, en fait, t'as des écarts, quoi. T'as un disque, tu crois que c'est 2 kilos, puis en réalité, c'est 1,8 ou quelque chose comme ça. Et souvent, l'écart est plutôt vers le bas. Et donc, des fois, quand Ah bah tu bien changes sûr, de salle, faut bien te eh faire ben, ouais. escroquer. Ouais, c'est ça. Et des fois, tu changes de salle et des fois, tu as l'impression que ton développé couché, c'est plus lourd. Alors, ça peut être que parfois la barre est plus ou moins souple. Et on avait vu que la souplesse de la barre, ça influait sur la performance. Quand elle est très rigide, je sais pas, comment on dit, il y a moins d'effet d'élasticité ou je sais pas comment on peut dire. Mais on avait vu que plus la barre était souple, meilleure était la performance. Et au développé couché, pareil, selon la taille du dossier et la hauteur du banc, ça influe aussi sur la perf. Mais il y a aussi que des fois, les poids, ils sont différents. Puis ça se trouve, ton 80, en réalité, c'était 78 dans une salle, et puis dans l'autre salle, ça se trouve, c'est 76. Et voilà, Rudy. Bien sûr, moi, tu sais, Mais bon. quand j'avais monté le Super Physique Gym au début, donc ma salle à proximité d'Annecy, donc j'avais acheté des poids sur Mega Fitness, et quand j'avais fait ma première séance, je me dis, putain, mais je suis vachement en forme, quoi. Et donc, j'ai dit, c'est bizarre, j'avais rajouté, je sais plus, 2,5 kg ou 5 kilos, j'ai dit, putain, je suis vraiment, vraiment fort. Et donc, j'avais été avec ma balance à la salle, peser tous les poids, et il y avait aucun poids, comme maintenant, il y a aucun poids qui était au poids. Donc j'avais effectivement beaucoup de poids de 10 kilos qui faisaient entre 9,6 et 9,8. Les poids de 15 faisaient pratiquement tous le bon poids, ils faisaient 14,9, 14,8, voilà. Mais bon, ils faisaient jamais 15,1. Et le pire, c'était les poids de 20. J'en avais un qui faisait 18,8 et un qui faisait 20,5. Alors là, tu dis, putain, t'en mets un de 18,8 d'un côté et l'autre 20,5. Donc c'est ce que j'ai le plus, des poids de 20 à la salle. Et tu dis, putain, j'ai 2 kilos d'écart, donc t'es tordu, tu vois, en plus. En plus, tu le sens. Ah Et, j'avais posé tous les poids, et effectivement, c'est vrai que. Alors, c'était pas cher, hein, à l'époque, c'est pas comme maintenant, je sais plus, je payais peut-être 2 euros le kilo en olympique. Maintenant, c'est beaucoup plus cher. Mais quand t'es très à cheval sur les performances, tout ça, bah, tu dis merde. Et pareil, là, on a un jeune, là, bah, c'est Bichou, je sais plus si tu l'avais vu ou pas. Il fait des dips, et donc il voulait faire une à 100 au dips. Donc il s'entraîne tout ça. Et à un moment, il fait. Puis après, à la fin, il réussit, il pèse les poids, puis en fait, il y avait que 96 kilos, tu vois, à la fin. Avec tout ce qu'il avait mis, bah, il y avait pas le bon poids. Donc, c'est pour ça que quand tu changes de salle, ouais, les repères, ça compte parce que des fois, ça change à fond. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que les poids calibrés, c'est hors de prix, hein. C'est genre un poids de 25, je veux pas dire de conneries, mais c'est pendant que j'ai pas regardé, mais c'est genre 125 ou 150 euros, quoi, hein. T'es à 5 euros, 5, 6 euros le kilo, quoi. Donc, à 5, 6 euros le kilo, je préfère avoir des poids qui font 1 kilo de moins et qui coûtent 3 fois moins cher, quoi, hein. Ça, c'est sûr que ça change pas ma vie. Et si je veux pas de compétition, ça n'a pas trop de sens de payer 6 euros le kilo, quoi. Et, ouais. Et c'est le même bordel pour les barres. En fait, les barres de 8, 10 ou 20 kilos, des fois, elles font pas le bon poids, sauf si c'est, voilà, des barres Hélico ou de très grandes marques qui sont utilisées pour l'haltérophilie. Ah Voilà. ouais, Donc, ouais. on peut faire confiance à rien, moralité. Bah non, mais non, bien sûr, tout est fait pour. Et comme tu disais, tu achètes les poids, tu dis, ah bah il y en a un qui vont être un peu plus lourd. J'en avais un seul qui était plus lourd que ce qui était indiqué. 20,5. Si tous les autres étaient un peu en dessous. Les 10, ils faisaient 9,8, des trucs comme ça. Ouais, les 1,25, bah ouais, ils faisaient un 24 ou un 23. Tu dis, bon, bah voilà, ça va. Mais c'était. Par contre, les barres faisaient bien 20. Ça, les barres, ça allait.
Mais c'est vrai que c'était surprenant. J'avais bien vu. Première séance, je fais le truc et je dis, attends, ça vole. Je dis, c'est pas normal. J'ai pas pris autant de force que ça d'un coup en changeant de salle. Hein. Même si les bancs étaient Ouais, mieux. ouais, ouais. Ouais, mais ça me fait penser à un autre truc, on en avait déjà parlé en podcast, mais comme ça, je rebondis dessus. C'était le taux de protéines des fromages blancs. À l'époque où on mangeait des tonnes de fromage blanc, et des fois, on regardait le chiffre qui était indiqué dans l'analyse nutritionnelle, et on choisissait le fromage blanc qui avait le plus de protéines. Alors, je sais plus de mémoire, c'était dans les 9, peut-être, il y avait 9, 8, 7, et on choisissait celui qui avait le plus. On se disait, oh là là, celui-là, il a été analysé et du coup, Il a il a plus. 9 grammes. Il a plus. On va prendre celui-là. Bon, il est un petit peu plus cher, mais il a plus de protéines. Prenons-le, prenons-le. Et puis, en fait, au moment où on a monté Superphysique Nutrition, puisque je me suis renseigné là-dedans, enfin, pas notre marque pas notre marque, mais la boutique. Donc, ça fait plus de 10 ans et que je me suis renseigné sur tous ces trucs-là. Et en fait, globalement, on met, je vais pas dire qu'on met presque ce qu'on veut sur l'étiquette d'analyse nutritionnelle, mais pas loin parce qu'en fait, il y a une tolérance qui est énorme. C'est plus de 10%, enfin c'est monstrueux. Et c'est pour ça qu'en fait, dans les protéines en poudre, mais c'est pareil, j'en avais déjà parlé en podcast, dans les concentrés de whey protéines, la plupart du temps, normalement, le vrai pourcentage, c'est autour de 73%. Et les Vader, eux, à un moment donné, eux, ils étaient à 80 grammes. Il y a 80 grammes de protéines sur 100 grammes sur leur concentré de whey. Et en fait, c'était de la menterie. Du mensonge, du mensonge. Ouais, ouais, La c'était ça. menterie. Je sais C'était pas du si ça se dit la mensonge. menterie, mais. C'est là, je crois que ça se dit au Québec. Et ouais, c'est ça. Et donc, du coup, quand on achetait nos fromages blancs, en réalité, c'était peut-être 6, c'était peut-être 7, c'était peut-être 8, c'était peut-être 9, peu importe. Et ils n'avaient probablement, c'est même quasiment sûr, pas fait d'analyse nutritionnelle pour savoir quel était le bon chiffre. En gros, ils avaient probablement pris une table, voilà, une table de calories où il y a les protéines des fromages blancs. Ils avaient recopié le chiffre et puis basta, en fait. Parce que de toute façon, il y a une tolérance sur ce qui est indiqué, puis de toute façon, c'est jamais contrôlé. Donc, donc voilà. Donc là aussi, en fait, faut mieux acheter les choses par rapport à l'ingrédient lui-même. Donc, genre manger des lentilles. Mais après, quel est le taux exact de protéines dans les lentilles? En réalité, ça n'a pas grande importance. C'est l'ordre de grandeur qui compte. Mais Et quel puis, fromage si blanc vous quel aimez fromage blanc j'achète alors? voilà, le fromage blanc, en fait, ça sert à rien de regarder l'analyse nutritionnelle. Là, le choix, éventuellement, c'est sur cette histoire de 0, 20% ou 40%. Mais comme, en fait, c'est euh, c'est pas si important que ça, on en avait conclu que finalement, le 20%, c'était le mieux. Tu te Oui, souviens, oui, Rudy? c'était le meilleur compromis, parce que ça faisait 3 ou 4 grammes Ouais, c'était le de compromis. lipides au 100 grammes, et donc ça faisait des calories faciles, parce que du fromage blanc, t'en mangeais plein, donc ça t'évitait d'acheter Voilà, plein puis d'autres trucs après, à côté, quoi. c'est ça. Puis après, t'avais plein de boutons, puis la peau épaisse, parce que t'avais pris plein de produits laitiers, pour ceux qui digéraient pas très bien le truc. Et puis voilà. Alors, Alors, il y avait un autre Fabrice, sujet. bien sûr, Ouais. j'ai eu une super question pour toi. J'espère que tu es prêt, hein. J'espère que tu as la réponse. Une question de Armand 46. Ok. Donc, je rappelle qu'on prend des questions qui sont sur les forums Superphysique, sur www.superphysique.org. Donc, Armand 46. J'espère que vous allez bien. Je me tourne vers vous Ça va, ça va. parce que j'ai un petit souci qui commence sérieusement à peser sur mon quotidien. Je suis assez actif et je fais pas mal de musculation. Mais depuis un moment, je me réveille avec des courbatures bien plus intenses que ce que j'ai pu ressentir juste après mes séances. Et j'ai un matelas en mousse actuellement. Retiens bien, j'ai un matelas en mousse actuellement et j'ai l'impression que ça empire les choses au lieu de les aider. Je me demandais donc si vous aviez des conseils sur le type de matelas privilégié pour éviter ce genre de désagréments. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà été dans cette situation et ont trouvé le matelas miracle pour des réveils sans douleur? Je suis preneur de toutes vos conseils et expériences parce que là, j'avoue, les matins sont devenus un peu trop difficiles à gérer. Merci d'avance pour votre aide. Fabrice, toi qui es expert en matelas, on t'écoute. Ouais, non, mais rigole. Non, mais en fait, là, tu vois que tu te fous de la gueule du type, mais en fait, sa Pas du question, tout, pas elle du est, tout. on la comprend. Alors après, ces histoires de courbatures et tout ça, bon, je sais pas si vraiment dormir dans une mauvaise position, ça peut accentuer ou donner des courbatures, mais ce qui est sûr, c'est que Moi, je pense qu'il faut pas dormir sur les pecs. Si t'as fait les pecs, sinon ça empêche qu'ils gonflent. Ça les écrase et donc le lendemain, tu te réveilles tout plat. Ça me rappelle l'histoire de la. Ben justement, tu te souviens qu'il fallait pas prendre de douche froide après une séance de muscu parce que ça réduisait la congestion et du coup après tu grossissais moins vite. Tu te souviens de ce truc-là aussi? Bah oui, bien sûr. Bah, alors Fabrice, Ouais. tu vois bien que si tu dors Non. sur les pecs, c'est moins bon. T'as déjà expérimenté ça? Non, mais d'ailleurs, ça, c'est tout un sujet de savoir dans quelle position il faut dormir. Alors, sur les matelas, puisque moi, je fais beaucoup de Airbnb, je teste, entre guillemets, plein de matelas et souvent, vous vous rendez bien compte, c'est pas les meilleurs matelas qu'on met dans les trucs Airbnb. Bah évidemment, ils Et mettent je que des peux daubes. effectivement dire,
Bah ouais. Et en plus, s'il y a plein de gros qui dorment sur le matelas, puis après, ben, ils affaissent le matelas. Et effectivement, il y a des matelas qui sont tellement usés. C'est le cas des matelas en mousse, d'ailleurs, qui n'ont pas une grande longévité. Je sais plus, c'est écrit sur les étiquettes, selon si c'est de l'entrée de gamme ou quoi, ben, ils disent qu'il faut les changer tous les 3 ou 5 ans, enfin, quelque chose comme ça. Effectivement, il y a des lits dans lesquels on dort avec ma femme, où chacun se met dans son côté. Mais en fait, quand t'es dedans, tu te rapproches du centre, tu sais, parce que c'est Oui, tout ça fait un trou au affaissé. milieu. Ça fait un trou au milieu. Mais ça, c'est parce que t'es C'est gros. ça. Ça, c'est Et en parce que fait, t'es gros, justement. et c'est clair que sur un lit comme ça, tu dors pas bien, puis t'es pas super bien au réveil. Et là, typiquement, on est dans un appart où il y a un futon, donc qui est très large et qui est vachement qualitatif. Et c'est vrai que là, on se sent bien. Et, et en fait, je viens avec mon oreiller. Oh En non. fait, comme souvent les oreillers, si, comme souvent les Comme oreillers les sont de vieux. qualité variable. Ouais, ouais, là, comme les vieux. Mais je suis pas encore en déambulateur. Comme souvent, les oreillers sont de qualité variable et que avoir un bon oreiller quand on se tourne dans la position de côté, c'est quand même important. Sinon, ça te fait super mal au cervical. Et ben du coup, au fil des années, je viens avec mon oreiller et ma femme aussi. Donc effectivement, ça joue le truc dans lequel on dort. Alors après, quel matelas faut conseiller ou pas, ça, j'en ai pas la moindre idée. Mais ce qui est sûr, c'est que ça joue puis qu'il faut pas avoir un matelas de merde. C'est un peu comme les chaussures quand on fait beaucoup de courses à pied. Tu peux pas courir si tu cours avec des chaussures de merde, tu te niques. Mais effectivement, je pense que tu as un sommeil pas très réparateur si tu es sur un mauvais matelas. Et donc, je le comprends, ce jeune homme. Oui, non, mais je rigolais tout, mais ce qui est sûr, c'est qu'on voit qu'il débute parce que les courbatures, c'est normal qu'elles s'accentuent dans les 24 à 48 heures après ton effort et qu'elles soient, entre guillemets, plus intenses, la douleur plus intense que juste après ta séance. Donc, c'est ça qui me fait un peu sourire. On voit qu'il n'a pas du tout lu les articles sur le site ou, bref. Quant au matelas, bah, effectivement, ça compte maintenant. On n'est pas assez spécialiste. Moi, je me suis pas vraiment penché sur le sujet. Il y a des fois des matelas trop durs, des matelas trop mous, là, comme tu dis. Bon, tu peux aller en magasin, souvent dans les magasins de matelas, tu peux t'allonger dessus comme si tu testais 3 minutes, tu savais s'il était bien ou pas le matelas, quoi. Mais ce qui est vrai, c'est que des fois, moi aussi, je fais pas mal de Airbnb, je bouge aussi, et tu vois que des fois, bah, quand tu as un bon matelas, tu sens que voilà, il est pas trop dur, pas trop mou, tout ça, tu dors beaucoup mieux. Tu te réveilles, car moi, je me réveille moins tendu, quoi, qu'à moins comme un matin. Et par contre, si tu as un lit très, très, très mou, ça, je sens que moi, ça m'aide pas trop, quoi. Ça me fait plutôt l'effet inverse. Mais après, ouais, on n'est pas assez spécialiste. Surtout que les matelas, bah, c'est un peu comme le reste. Il y a tous les prix. Je me souviens d'un pote à l'époque qui était à fond sur les matelas. Il avait acheté son matelas 2000 balles. Ah, il m'avait dit, putain, 2000 balles, je préfère peut-être dormir par terre à ce prix-là. Mais bref, c'est vrai que c'est hors de prix. Quant aux oreillers, j'en suis pas encore comme Fabrice, mais pareil, les oreillers, il y a eu plein de modes. Quand j'étais gamin, il y avait les oreillers ergonomiques. Alors, l'oreiller qui prend bien la forme, tout ça, nanana. J'avais testé, ça changeait pas grand-chose. Ce que j'ai remarqué, c'est que plus tu es balèze, plus il faut que tu sois tête d'oreiller pour avoir assez d'épaisseur et pas avoir la tête en hyper extension. Mais bon, ça, c'est réservé à ceux qui sont un peu épais. À mon avis, Fabrice, il doit dormir avec un petit coussin de canapé, quoi. Non, ben, moi, j'ai une espèce de technique quand j'ai pas mon oreiller favori. C'est que si jamais tout d'un coup, je me mets de côté pendant la nuit, mais en général, j'essaye plutôt de dormir un peu genre comme dans les films de Clint Eastwood ou comme si j'étais une momie ou comme si j'étais un vampire, tu vois. C'est-à-dire allongé sur le dos et globalement les bras croisés un petit peu sur ma poitrine. Ça, c'est ma position préférée. Mais si jamais, tout d'un coup, je veux changer, je me mets de côté, et ben souvent, je plie l'oreiller en deux pour qu'il soit un petit peu plus Ah bah épais voilà. et que du coup, voilà, ma tête soit pas cassée en fait. Voilà. Donc, l'idéal, c'est que quand on est sur le dos, l'oreiller il soit plutôt fin ou effectivement, je me souviens de ces oreillers qui comment dire, qui sont incurvés, mais avec une petite mousse au niveau de la cervicale. Mais ils sont censés aller, soi-disant, si t'es allongé sur le dos et si t'es allongé sur le côté. Mais c'est pas possible, parce que quand t'es sur le côté, il faut que ce soit plus épais. Donc bref. Et donc ma technique, c'est de plier en deux l'oreiller quand je suis sur le côté pour éviter d'avoir les cervicales qui sont cassées. Voilà. Alors Fabrice, je vais rebondir sur un truc que tu as dit, sur la paire de chaussures. J'espère que vous êtes bien assis. Alors, ça fait plusieurs podcasts. Toi, tu suis pas tous les podcasts qu'on fait avec Superphysique, mais bref, que je démonte progressivement les mythes que je peux entendre à droite et à gauche. Et donc, sur les chaussures, certains vont nous expliquer que ça ne change absolument rien en termes de blessures de courir avec des chaussures minimalistes, c'est-à-dire
avec un drop de 0, pas trop d'amorti, tout ça, comparativement à des chaussures qui ont un drop et une grosse hauteur de semelle, comprendre un gros amorti. On nous dit que les études ne démontrent aucune différence, absolument, et tout ça. Et donc, en tant que bon consommateur et en tant que testeur professionnel, je peux vous dire qu'encore une fois, c'est de la connerie. Et je vais vous expliquer, c'est assez simple. Si, c'est juste une histoire de morphoanatomie et de souplesse. Si vous avez, comme moi, de longs tendons d'Achille, avec des chevilles fines, vous avez des mollets de Kenya, vous êtes fait pour courir notamment à cet endroit-là, souvent, ça va pas de pair avec une méga souplesse. Un tendon, c'est pas aussi, ça n'a pas les mêmes capacités de souplesse qu'un muscle, et donc c'est plutôt raide. Et c'est bien, parce que ça a moins de capacité à se déformer et donc ça renvoie plus. C'est pour ça que souvent, quand on regarde que ce soit des sprinters ou des Kenyans, ils ont des longs tendons, ça permet de rebondir. C'est plus, on va dire, fragile à terme, mais c'est plus efficace. Si vous êtes comme ça et que vous courez en chaussures minimalistes, qu'est-ce qui se passe? Pour avoir fait le test de nombreuses fois et à chaque fois pour m'acharner sur le minimalisme, moi qui adore justement être pieds nus, quand je vais marcher, je marche souvent avec des chaussures justement avec 0 drop, tout ça. Quand vous courez et donc vous mettez de la force, tout ça, vous allez sentir les solaires et vous allez, même durant la séance, voire juste après, être courbaturé comme jamais. Et le pire, c'est le lendemain matin, on en revient à cette histoire de matelas, c'est pour ça que j'y pense, où vous vous levez du lit, vous dites, ouh là là, je suis raide comme un piquet des solaires. Vous avez les chevilles qui sont comme bloquées. Et donc j'ai fait le test, vu que je reprends la course à pied régulièrement, j'arrête, je reprends tout ça. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je m'étais déchiré le long fibulaire à l'époque, il y a maintenant presque un an. Et j'étais passé à des chaussures zéro drop, parce que forcément, en théorie, c'était mieux, blablabla, les blessures, tout ça. Et en fait, quand tu es comme ça, bah, il faut que tu aies une meilleure mobilité, une meilleure souplesse, et que tu aies, entre guillemets, le mollet plus long. Sans parler des différences de pied, de comment tu cours, si t'es aérien, terrien, bref. Je renvoie aux préférences motrices de Volo d'Allen, pour ceux qui veulent en savoir plus sur le sujet. Et donc, j'en suis arrivé à une conclusion, parce que pareil, on va rigoler, mais j'ai 3 paires de chaussures différentes, Fabrice. J'ai une paire à 0 drop, une paire à 4 mm de drop, et une paire à 9 mm de drop. Donc, j'ai fait plein de tests, encore une fois, que ce soit des footings, que ce soit du fractionné, plus ou moins long, plus ou moins rapide, tout ça. Et j'en arrive à cette conclusion, encore une fois, tout ce qu'on nous raconte sur le minimalisme, les études, blablabla, c'est comme en muscu en fait. C'est du pipeau. C'est des moyennes biaisées qui correspondent à rien du tout et qu'on érige comme vérité. Et moi, ma vérité, elle en est qu'aujourd'hui, pour pas avoir les solaires qui se raidissent à chaque fois que je cours, avoir des courbatures qui servent à rien, mais en fait, je remets les premières chaussures que j'avais achetées. Donc, j'avais été dans un magasin à Annecy et j'avais dit voilà, il me faut une chaussure qui amortisse parce que je m'étais fait une fracture de fatigue du pied avec des chaussures Decathlon qui avaient 0 amorti. Bon, bref, que j'avais acheté à l'époque. Et donc, j'avais acheté, je ne veux pas faire de pub, des chaussures avec un bel amorti avec 9 mm de drop, ce qui est énorme hein, pour moi qui suis tout le temps à plat la plupart du temps. Et quand je cours avec, 0 douleur, tout va bien, les mollets sont pas plus raides le lendemain, tendon d'Achille, rien du tout, tout ça. Alors que quand je courais en 0 drop, et ce que j'ai encore fait là, au début quand j'ai repris, plus j'accélérais, plus je sentais que ça me faisait pas du bien. Alors certes, je me sentais un guerrier, tu vois, c'est un peu l'histoire du squat et du sweater, je me sentais comme un guerrier à courir avec des minimalistes. Ah ouais, je cours en 0 drop, bande de rigolos, vous ne connaissez rien, je suis un vrai guerrier, je suis fonctionnel, je cours en minimaliste. Et en fait, la vérité, c'est qu'encore une fois, c'est un truc à adapter par rapport à soi-même, par rapport à ses capacités, par rapport à sa morphoanatomie, par rapport à sa souplesse. Et dire, oui, mais reprends plus doucement avec des minimalistes, vas-y tranquille, tu vas t'habituer, tout ça, c'est pas vrai. C'est comme le développé couché, quand t'es pas fait pour, t'as des longs bras et pas de cage, tu peux même y aller doucement, autant, aussi doucement que tu veux. Quand t'es pas fait pour et tu vas te niquer. Ou tu vas pas pouvoir exprimer de force, tu vas pas pouvoir accélérer, tu auras des mauvaises courbatures, un peu le surétirement que j'explique dans le tome 1 de la méthode super physique. Bref, t'es pas fait pour. Et là, c'est pareil pour le choix de godasse. C'est pas une histoire de t'es pas habitué, nanana. Alors peut-être que pour certains, si. Si vous avez des longs mollets, vous avez des super chevilles qui sont hyper souples, qui sont bien renforcées, tout ça. Mais la vérité, c'est qu'en fonction de comment vous êtes, il y a un amorti, un drop qui va vous correspondre. Et c'est pas pour rien que, je sais pas si tu te souviens, Fabrice, mais quand on était gamin, moi je regardais déjà un peu tout ça, vu que j'étais un peu dans l'athlé, les drops étaient beaucoup moins importants. Aujourd'hui, les drops, parce que je pense que mon analyse, mon hypothèse, c'est que comme on est, pour la plupart des gens, de moins en moins souple des chevilles, parce qu'on est souvent assis, on fait jamais de flexion complète, entre guillemets, en position de squat, où on n'est jamais en train d'utiliser des amplitudes avec sa cheville qu'on utilisait auparavant, on est de moins en moins souple de celle-ci, et donc le drop moyen de la plupart des chaussures qui sont vendues, c'est pas pour rien. On nous dit oui, c'est du marketing, blablabla. Je peux l'entendre,
Mais de l'autre côté, c'est parce que les gens sont de moins en moins souples au niveau des chevilles, sont peut-être, ont pas les capacités pour être souples, tout ça, ou ont pas le temps de se consacrer. Et donc, c'est du drop 8 qui est vendu la plupart du temps. Vous allez dans n'importe quelle marque, c'est du drop 8. Voilà. Alors, on va vous dire, des fois, il y a 7, il y a 9, nanana. Mais la moyenne, c'est du drop 8. Et ça m'étonnerait pas que ça monte encore, avec d'ailleurs des semelles de plus en plus épaisses, de plus en plus amortissantes, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont lourdes, qui s'y mettent aussi, comme moi, qui font 85, 90, 95 kilos et plus. Et forcément, quand tu es comme ça, bah, il te faut un bel amorti et il te faut un drop pour compenser, pour éviter que tu aies des courbatures et que tu te niques pour rien. Donc encore une fois, toutes ces histoires de drop zéro, tout ça, c'est de la connerie. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois, c'est les mêmes, je vais pas les reciter, j'en ai marre de leur faire de la pub, qui disent des conneries pareilles. Et on voit bien que ces gens-là, en fait, ils s'entraînent pas. C'est pas possible. Ils s'entraînent pas et ou ils ont jamais entraîné personne, ou ils ont que leur expérience personnelle de laquelle ils font des généralités, tout ça. Mais ce qu'on voit, encore une fois, c'est que tout est adapté par rapport à ses capacités, par comment on est fait. Et après, voilà, bien sûr, beaucoup veulent des réponses toutes faites. C'est pour ça que quand je fais les vidéos YouTube du lundi, pour ceux qui suivent, il faut votre programme, vos antécédents, vos photos, tout ça. Parfois, on m'écrit, on me dit, oui, qu'est-ce que tu penses de mon programme? J'en pense rien de ton programme. Je sais pas comment t'es, je sais pas ton expérience, je sais rien, j'en pense rien du tout de ton programme. Je peux te dire qu'il est nul. C'est sûr que si tu tiens compte de rien du tout, je peux te dire qu'il est nul. Mais là, c'est pareil avec le choix des godasses. Si tu choisis au pif, peut-être que tu auras du bol et que ça va marcher, mais la plupart du temps, il faut se poser les bonnes questions. Et si tu veux bien courir, bah, la paire de chaussures, comme a dit Fabrice, ça a une importance toute particulière. Voilà, Fabrice. Ouais, et bah tu sais, je vais te raconter un truc, Rudy. Dans ma paire de chaussures que j'utilise pour la muscu, pour le rameur et pour toutes les activités où je suis pas dehors en train de marcher, et, je crois qu'elle a une dizaine d'années. Elle est pleine de trous, elle est déchirée et tout, et j'ai l'air d'un vrai pouilleux à la salle. Mais en fait, je veux pas en changer parce que bah, justement, elle a pas beaucoup de drop et en fait, je suis très bien dans ces chaussures-là. Et en fait, ma hantise, c'est qu'elle soit complètement bousillée puis que je doive en changer parce que je me dis que je vais pas réussir à retrouver une chaussure avec laquelle, une paire de chaussures avec laquelle je me sens aussi bien, et que finalement en changer, c'est prendre un risque, vu que là, bah, je suis habitué à ces chaussures-là. Parce que c'est un autre facteur. Il y a le fait d'avoir des chaussures qui sont adaptées à sa morphologie, comme tu l'as dit. Puis il y a aussi une habitude. Quand tu as toujours un même type de chaussures pour le même type d'effort, et ben du coup tu t'es habitué comme ça. Et puis ben après du coup si tu en changes, il faut être capable soit de faire le truc hyper progressivement, mais c'est pas si simple, tu vois. Imaginons que là, ma paire de chaussures, elle soit foutue, puis que je dois en acheter une autre qui peut-être aura un drop un peu plus élevé. Bah, il n'y a pas de transition, en fait. Tu vois, je vais passer d'une semelle très fine à une semelle un peu plus épaisse. Et puis, bah, ça se trouve, du coup, ça va modifier un petit peu la manière dont je vais être positionné pour faire le rameur ou je ne sais quelle activité. Et donc, c'est pour ça que j'ai la même paire de chaussures depuis presque 10 ans pour les activités à faire à l'intérieur de chez soi. Et je me souviens qu'à l'époque où je faisais du squat, donc j'avais toujours une paire de chaussures très fines, un peu dans l'esprit de celle que j'ai là, et j'avais testé des chaussures dites d'haltérophilie ou des chaussures de force athlétique qui elles ont un drop assez élevé. Ah ouais, et qui on pouvait, sont très à l'époque, dures. on pouvait aller jusqu'à 5 centimètres. C'était de la folie. Alors, je me souviens plus quel était le drop, peut-être 2 centimètres ou quelque chose comme ça. Et en gros, c'était un peu comme si j'utilisais mes chaussures habituelles, mais que j'avais, je sais pas moi, un poids de 5 kilos derrière la cheville, par exemple, pour donner l'idée. Et en fait, en faisant ça, ça me modifiait complètement ma mécanique du squat. J'avais les genoux qui étaient beaucoup trop en avant par rapport à d'habitude. Enfin, bref. Et en fait, quand j'utilisais ces chaussures-là, ça me faisait mal aux genoux parce que le mouvement était légèrement déformé. Et donc, je reviens sur la course à pied. C'est que des fois, quand bien même quelqu'un n'aurait pas les chaussures qui, a priori, seraient adaptées à sa morphologie, mais que ça fait 20 ans qu'il a le même type de chaussures, par exemple avec beaucoup de drop, admettons, et ben, d'en changer, il prend un risque de se blesser parce qu'au final, son corps s'est adapté en gros à ses chaussures et sa foulée s'est adaptée à ses chaussures, etc. Donc, des fois, l'optimum n'est pas l'optimum quand finalement son corps s'est adapté à quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Mais bien sûr, c'est pour ça qu'il faut se méfier, encore une fois, des conseils généralistes à la con. Comme d'habitude, les études ne disent souvent pas grand-chose je vais pas dire de vrai, mais qu'on peut prendre pour sûr, quoi. Toujours remettre en question le truc et réfléchir. Parce que sinon, tu fais, Uh-huh. je dirais sur la muscu, tu fais la série unique 3 fois par semaine et puis tu vas exploser, quoi. Puis on voit bien que ça donne rien, quoi. Uh-huh. Ouais.
Tu sais que pour le rameur d'intérieur, là, donc l'aviron d'intérieur, il y a aussi un petit débat avec chaussures, sans chaussures, parce qu'il y en a qui mettent pas de chaussures justement pour avoir aucune déperdition d'énergie au niveau de l'amorti. Tu vois, pour avoir le mieux pour avoir zéro amorti, c'est d'avoir pas de chaussures. Donc il y en a qui font sans chaussures. Et ben moi, je peux te dire, quand je faisais le rameur, là où j'étais le mieux, c'était avec mes chaussures de squat justement, qui avaient du drop. Comme j'ai pas une méga mobilité de cheville, j'étais beaucoup mieux avec, qui se déformaient pas justement, et je pouvais pousser comme un fou, quoi. Je vois, je comprends. Et alors, pour la blague, pourquoi en plus, moi, c'est très compliqué de choisir des chaussures. C'est qu'avec ma petite semelle pour ma jambe qui est plus petite que l'autre, en fait, si j'achète une paire de chaussures, il faut que j'arrache les semelles existantes pour pouvoir mettre Ouais, mes mais t'es fort propres pour ça, c'est semelles. bon, t'as de la force. Ouais, mais sauf que tu vois, tu peux pas aller dans le magasin parce que des fois elles sont collées en fait. Tu sais, c'est pas nécessairement amovible, hein, la plupart du temps elles sont collées. Donc tu peux pas aller dans le magasin, tu te prends les chaussures, tu les testes, t'arraches les semelles, tu mets les tiennes, tu testes, puis tu dis ah bah merde Si, finalement bah, tu les remets, ça va remets pas. sur les collines, tu dis pas. Et ces histoires de semelles, c'est un peu chiant parce que des fois, du coup, avec la nouvelle semelle avec les nouvelles semelles du podologue, la chaussure devient trop petite au niveau de la largeur. Enfin bref, c'est toute une affaire. Il faut du coup que j'aille avec les bonnes chaussettes parce que si la chaussette est trop épaisse ou trop fine, ça va pas non plus. Donc, il faut que j'ai les bonnes chaussettes d'entraînement, tout ça. Et donc, c'est pour ça que je résigne à changer de chaussures et que j'ai toujours mes très vieilles chaussures. Voilà, Rudy. Bah, t'as du bol, parce que moi, au bout d'un moment, mais donc j'ai plein de minimalistes aussi. Et en fait, comme c'est minimaliste, souvent la semelle déconne, quoi. Tu sais, je marche sur un caillou ou quoi plusieurs fois de suite, et paf, il y a un trou dedans, quoi. Donc, Ah oui, mais là, je parle de chaussures d'intérieur. Effectivement, ouais, les j'étais chaussures pas dehors. d'extérieur, ouais, là, c'est compliqué, ouais. C'est compliqué, hein. Des mauvais choix, on le paye cher pour l'extérieur, ouais. Mais l'intérieur, on peut les garder longtemps, même si comme je sais pas comment on dit, la couverture de la chaussure est un peu foutue, c'est pas très très grave, hein. Mais sinon, qu'on passe pour un pouilleux à la salle, mais j'ai l'habitude de ça. Bah oui, ça t'as bien compris, c'était foutu, de toute façon. Voilà, Rudy. Et bah Tu sur voulais ce, parler du collagène aussi. T'as oui, pas bah parlé du oui, oui, collagène. bah c'est une bonne blague. Je sais pas si c'est une bonne blague, mais pour ceux qui suivent l'actualité de la boutique Superphysique, notamment de la marque Superphysique Nutrition, donc sur superphysique-nutrition.fr, si vous suivez depuis un moment, au début, on s'est inscrit, nous, sur la tendance des protéines végétales. Donc, étant donné que Fabrice est vegan, on s'est dit, bah voilà, nous, on va pas faire de whey, on veut vraiment proposer plusieurs protéines végétales. Au début, on a commencé la protéine de pois, bio. Ensuite, on a fait un mélange de protéines végétales, donc qui est un autre best-seller, la super protéine végétale. On a proposé ensuite la protéine de soja, pour ceux que ça intéressait. Bref, on s'est vraiment mis sur ce créneau-là. Et en fait, bah, tout le monde faisait de la whey, tout ça. Et puis, on a vu progressivement des concurrents, entre guillemets, se mettre aux protéines végétales. Donc, bon. Oui, mais il faut préciser, Rudy, qu'avant les protéines végétales, on te disait que c'était l'enfer sur Terre. En fait, que l'aminogramme était pourri, que c'était bien moins que la whey, etc. Et sauf que maintenant, des protéines végétales, il y en a partout. Même dans certains supermarchés, il y a des protéines végétales maintenant. Et ceux qui disaient que c'était pourri, ils en ont mis dans leur boutique. Mais vas-y, Voilà. je te laisse Donc poursuivre. voilà, on en est là. Et puis, pareil, au niveau du collagène, tout le monde nous jurait, tu parles le peptan. Donc, issu du bœuf, notamment à l'époque, c'était des bœufs du Brésil, bref, c'était filtré, tout ça. Et donc, bon, nous, on s'est dit, ah non, on va pas faire du peptan, Fabrice est vegan, ça n'a pas de sens par rapport à nous. Et donc, on a cherché pour le moment et on a trouvé le moyen de proposer du collagène marin, donc issu de poissons pêchés en Bretagne, de peaux de poisson, voilà, tout ça. Donc, qui sont brevetés, pareil. Donc, il y a toutes les infos sur le site superphysique-nutrition.fr. Et donc, pareil, on se différencie un peu là-dessus. Et progressivement, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que tout le monde se met à faire du collagène marin. Et c'est très drôle parce que certains parlent de collagène éthique, d'autres de collagène responsable, tout ça. Et en fait, c'est le même produit. Le même produit. Et encore une fois, bah, on nous copie, c'est un bien grand mot. Mais on voit qu'on était encore un peu précurseur sur le truc, du moins dans le milieu de la musculation. Moi, je regarde pas trop ce qui se fait à côté. Et voilà. Et là, j'ai vu que bah, des concurrents, je dis des concurrents, c'est aussi des amis, hein, mais la plupart, on les connaît bien. Et voilà, il lance du collagène marin, et donc avec plein d'arguments, blablabla, marketing, tout ça, qui, bon, nous, on n'aime pas trop utiliser tout ça, mais voilà, qui sont utilisés et qu'on pourrait utiliser, hein, vu que c'est la même chose.
Et donc, c'est assez drôle de voir que à chaque fois, nous, on essaye de faire un truc vraiment différent par rapport à nos convictions, tout ça. Et puis, quand les gens voient que ça marche un peu, bah, ils essayent de faire la même chose, quoi. Ils font la même chose, quoi. Ouais, je sais pas si c'est ça. En fait, moi, ce qui m'amuse, c'est que la protéine végétale, tout le monde disait que c'était de la merde, et puis maintenant, il y en a partout. Et le collagène marin aussi, tout le monde disait que c'était de la merde. Il disait le seul collagène qui est valable, c'est celui du bœuf, parce que la composition est différente, blablabla. Et puis finalement, il s'imite aussi, et puis donc bon. Et À puis croire maintenant, que c'est des aussi fois, bien. ouais, voilà, c'est ça. L'argument, alors, après, ceux qui écoutent, ils peuvent se dire, ah bah peut-être qu'en réalité, c'est toujours le collagène de vache qui est le meilleur. Et en fait, c'est des arguments marketing qui essayent de placer le collagène marin. Ou alors, l'autre logique, c'est de se dire que finalement, bah, le collagène marin, c'était très bien. Et puis que avant, quand ils en vendaient pas, eh ben, ils disaient que c'était de la merde. Et puis maintenant qu'ils en vendent, bah, ils peuvent dire qu'effectivement, c'est très bien. Voilà. Mais nous, bah, on avait fait le collagène marin depuis un petit moment déjà. Et oui. Donc on verra maintenant sur quoi on est copié, entre guillemets, je dis ça avec le sourire, mais voilà, quel va être le prochain complément des concurrents qui va être quelque chose qui est déjà dans notre gamme depuis un petit moment. On verra, Rudy. Allez. Peut-être le calanus, peut-être. C'est possible, avec l'astaxanthine, qui est de plus en plus populaire justement dans la médecine anti-âge, longévité. C'est possible que ça sorte un peu partout, hein, cette histoire d'astaxanthine. Alors ils diront pas que c'est du calanus, ils mettront que l'astaxanthine, mais bon, on va voir. Ça va être la surprise. Allez, sur ce, Ok. on arrive au bout de cet épisode. On espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à réagir dans la partie commentaires, notamment sur SoundCloud, sur Apple Podcast, sur Spotify, ainsi que sur YouTube pour ceux qui sont dessus. Mais on invite encore une fois à écouter dans l'application de podcast. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les forums Superphysique sur www.superphysique.org, puis forum. On se fera un plaisir de vous répondre et de vous aider à mieux progresser. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous. Salut. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui, ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous privez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web, et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine.